C'est avec quand même pas mal d'émotion que je suis là aujourd'hui à pouvoir avoir la chance de vous parler de Jean-Pierre Kahane et de sa relation avec les probabilités. Bon, il y aurait bien sûr pas mal d'anecdotes personnelles aussi à raconter, mais je suis là pour vous parler quand même de Jean-Pierre Kahane et des probabilités. Mais malgré tout, je voudrais quand même indiquer que, comme beaucoup d'entre vous, on a reçu des petites notes manuscrites de Jean-Pierre Kahane avec son écriture caractéristique. Et donc là, j'ai juste copié un petit bout de la notice sur ses travaux qu'il a donné à l'Académie, où il a rajouté à la main, avec sa petite écriture, j'ai jamais vu de rature, certaines de ses responsabilités dont on reparlera, dont Michel Artigue reparlera tout à l'heure. Il a été, pour moi, il a été, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu. Moi aussi, le premier livre que j'ai acheté, c'était Some Random Series of Functions, quand j'avais eu une petite bourse pour m'acheter mes propres livres. Sauf que c'était la deuxième édition, donc de Cambridge University Press. Et bon, c'était toujours une figure tutélaire. Il a été président de mon jury d'habilitation, ce qui fait que j'ai chez moi un manuscrit magnifique qui est le rapport un de ces fameux rapports de jury rédigés par Jean-Pierre Kahane. Je ne sais pas si c'est le jury dont Jean-François auquel il faisait référence. En tout cas, je l'ai vu aussi à l'œuvre dans cette capacité de synthétiser et d'exprimer de façon extrêmement subtile et pondérée diverses opinions. Et les probabilités, d'une certaine façon, sont du point de vue de son travail de recherche mathématique, on peut dire que la plus grosse partie, disons, le plus gros paquet de ces contributions probabilistes sont arrivées plutôt sur le tard par rapport pendant sa carrière. Et en particulier dans cette fameuse notice sur les travaux scientifiques qu'il a rédigée au début des années 80, quand il est devenu membre correspondant de l'Académie des sciences, il manque toute une partie qui est la partie des années 80, justement, que j'évoquerai tout à l'heure. Et comme il le dit là, la troisième influence majeure sur donc son travail mathématique, c'est celle du mouvement brownien et de tout ce qui s'y rattache. Alors, j'aurais envie de dire, pour moi, quand je pense à Jean-Pierre Kahane et au mouvement brownien, en fait, il a cette façon très particulière de dire brownien. Je ne sais pas si vous... et donc, le mouvement brownien de Jean-Pierre Kahane était effectivement quelque chose de très particulier. Et je vais essayer d'évoquer, disons, un peu sa relation avec les objets probabilistes de façon générale. Mais j'aurais presque envie de dire, la première chose qui me vient en tête, c'est l'émerveillement de Jean-Pierre Kahane devant ces objets probabilistes qu'il avait devant lui. Et je vais tenter une petite expérience, j'espère que ça va fonctionner et que ça va pas être trop difficile. Je vais vous montrer un tout petit extrait d'une conférence de Jean-Pierre Kahane qu'il a donnée pour des lycéens en 2014. Je vous recommande chaudement de revisionner, si vous l'avez déjà fait, ou de visionner cette heure et demie de conférence qu'il a fait à la Bibliothèque nationale de France en 2014, où il est absolument... beaucoup d'aspects de Jean-Pierre Kahane sont synthétisés, se cristallisent dans cette conférence. L'aspect transmission aux lycéens, la passion, tout de mémoire. Je pense aussi un aspect qui est peut-être qu'on va peut-être pas tellement évoqué dans cette journée, qui est l'aspect filiation quand même malgré tout avec une certaine, disons, des scientifiques engagés de la première moitié en France, de la première moitié du siècle, et donc en particulier donc Paul Langevin, Jean Perrin. Donc cette conférence est dédiée, dont il parle, c'est sur Paul Langevin et comment la dernière conférence, par exemple, de Paul Langevin l'a marqué. Et pourquoi il passe aussi un certain temps à expliquer pourquoi Paul Langevin, en fait, est un mathématicien. Hein, donc, de dire que c'est un mathématicien légitime. Et quand on connaît, si on se souvient ce qu'a dit Yves Meyer ce matin, la complexité de sa relation par rapport au type de mathématiques que faisait Jean-Pierre Kahane et
l'ambition, disons, sociale. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je voudrais juste, voilà, j'ai sélectionné, c'est un moment où il évoque Paul Lévy, qui pour lui est le maître, et pour nous tous, effectivement, le maître, disons, des probabilités, mais surtout où on voit, il fait une pause, et tout d'un coup, on voit son œil pétillant, et qui dit « J'ai lu le livre de Paul Lévy, et ça a été merveilleux. » Voilà. Et donc, je vais essayer de rechercher ça. On va sourire. Bon, c'est dommage que je ne puisse pas vous dire à quel point le mouvement brownien est un objet fascinant. Mais moi, j'ai lu un ouvrage de Paul Lévy de 1954 sur le mouvement brownien plan. Et c'était absolument étonnant, magnifique pour moi. Voilà. Donc, on est tous d'accord qu'on préférerait continuer à écouter sa conférence plutôt que de continuer. Mais vous pouvez le faire, c'est sur YouTube. Enfin, c'est sur... vous cherchez sur Google Jean-Pierre Kahn, Langevin, et vous allez trouver. Et oui, c'est vraiment étonnant. Et c'est le seul moment où il bafouille un tout petit peu, il dit c'était étonnant. Et donc on voit que l'émotion là quand même reprenait le dessus sur la maîtrise habituelle qu'il avait de son langage, cette capacité qu'il avait toujours de faire une pause et ensuite produire une phrase ciselée, parfaite. Et alors maintenant il faut que je fasse attention, je ne sais pas très bien comment j'ai la présentation, si je reclique là, et hop. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui aimait les probabilités, il aimait les maths, il avait un profond attachement, disons, émotif, on va dire, je pense, à la beauté qui avait été évoquée tout à l'heure de ces structures. Et pour finir la phrase de sa notice, il est atterri d'une certaine façon il a été confronté aux probabilités par finalement les travaux de Paley et Zygmunt qui ont été mentionnés par Gilles Pizier ce matin. Donc il dit que Paul Lévy et Norbert Wiener sont les figures tutélaires pour lui, et il a bien sûr raison. Et il y a été amené aux probabilités par les travaux de Paley et Zygmunt. Et donc je vais simplement essayer d'évoquer de façon non technique certains aspects de sa relation probabilité. Et j'aurais envie de dire, pour quelqu'un comme moi, qui a été finalement élevé dans la tradition française des processus stochastiques, finalement la filiation effectivement de Paul Lévy, je sais que Jean-Pierre Kahn m'en voudrait de ne pas évoquer Marchior en cet instant aussi. Il y a cette chose qui est étonnante, qui est que ce qui paraît facile pour nous, c'est ce qui va l'émerveiller le plus, et ses contributions à lui, qui viennent de l'analyse de Fourier, qui viennent de séries de Fourier aléatoires, etc., paraissent absolument extraordinairement difficiles pour quelqu'un qui vient de, disons, la théorie des processus de Markov, on va dire ça comme ça. Et donc, le mouvement brownien, il a cette dualité, c'est-à-dire qu'il a deux visages. Le premier visage, c'est celui qu'on représente souvent, c'est cette particule sans mémoire, cette trajectoire qui évolue au cours du temps de façon très irrégulière et qui a la propriété que si on s'arrête un instant, la loi de ce qui va arriver dans le futur, c'est un mouvement brownien partant de l'endroit où on part, donc cet aspect sans mémoire, processus sans mémoire, comme un processus de Markov. Mais il a aussi, le mouvement brownien, il a une représentation, comme il s'avère que c'est une fonction continue, il a une représentation en série de Fourier, et il se trouve que cette série de Fourier aléatoire que je vous écris là,
c'est une série de Fourier la plus simple possible, au sens où les coefficients de Fourier, donc ce qui est devant, là j'écris le mouvement brownien sur l'intervalle 0,1, les coefficients de Fourier, c'est AN racine de 2 sur pi n, où chacun des AN est choisi indépendamment les uns des autres, donc c'est des variables gaussiennes indépendantes. Et si vous voyez cette formule de B de t égale ça, d'abord la première chose que vous vous dites, c'est alors est-ce que cette série converge? Alors on va revenir dessus tout à l'heure, il y a un petit problème, somme des 1 sur n, ça converge pas si bien que ça, c'est peut-être parce qu'il y a les sinus et les AN qui sont aléatoires que les choses se passent bien. Et puis la deuxième chose, c'est si vous voyez cette formule, comment est-ce que vous pouvez déduire une propriété de Markov? La décomposition de Fourier vous dit exactement, il y a une vague, donc on voit le début de la vague, la fin est donnée, donc comment est-ce que cette propriété de Markov peut, disons, correspondre à cette idée que les coefficients de la série de Fourier sont aléatoires? Et c'est exactement cet aspect qui est que vous avez deux approches finalement complémentaires de ce même objet, l'approche, disons, sous forme de formule analytique, et l'approche peut-être plutôt physicienne, ou l'idée markovienne de trajectoires qui vont évoluer au cours du temps. Alors je devrais dire une autre chose, peut-être, je commence à faire mes petites digressions non prévues, mais que l'une des choses qui, moi, m'a toujours étonné, c'est que Jean-Pierre Kahn avait toujours ce souci et insistait sur le fait qu'il y a le mouvement brownien des physiciens et le mouvement brownien des mathématiciens. C'était son cheval de bataille. Le mouvement brownien des mathématiciens. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais donc là, il y avait quelque chose qui, pour ce qui est devenu, disons, aujourd'hui, et comment les gens peut-être perçoivent aujourd'hui le mouvement brownien, cette frontière a peut-être de nouveau disparu, mais pour lui, c'était quelque chose de très important, que le mouvement brownien des mathématiciens est un objet purement mathématique, qui est dans cette forêt mathématique qu'il aimait à décrire, et où les mathématiciens faisaient leurs choses dans leur coin, sans, disons, par curiosité, parce que c'était un objet, étonnant. Bon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, une petite chose qu'il faut dire, c'est que si vous regardez cette série aléatoire qui est là, et que vous changez un tout petit peu la définition, si vous mettez un n puissance alpha à la place du n, si les variables à n sont plus gaussiennes, mais des plus ou moins 1 aléatoires, où les fonctions sont un petit peu différentes, l'aspect markovien va se casser la figure tout de suite. Et pour quelqu'un comme moi, si on me pose la question, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la série de Fourier, etc., là, je suis sec, je ne sais pas comment commencer. D'accord ? Et donc, alors que finalement, l'approche, disons, la manière dont Kahn s'est intéressé au mouvement brownien, c'était justement parce que c'était une série de Fourier aléatoires particulières, dans toute une famille, et tout le livre Some Random Fories of Functions, qui était finalement, parle de choses beaucoup plus générales, les travaux de Pizier, etc., Marcus Pizier, sur toute forme de série de Fourier. Ce qui fait que, en fait, moi, quand j'étais jeune étudiant, j'avais ce livre, et puis je regardais, et le début, je ne comprenais pas du tout. Donc j'ai sauté, après je suis allé directement là où il parlait des dimensions Hausdorff, etc., petite chose où le brownien apparaissait, mais il apparaissait finalement très tard dans ce livre. Donc pour moi, les questions qu'il a abordées sont en fait plus difficiles. Alors peut-être une petite digression pédagogique, juste pour que vous sentiez un tout petit peu le type de problème auquel on est confronté. Si vous avez, donc imaginez que UN c'est une suite déterministe, elle est donnée, et AN, c'est une suite de variables aléatoires. Vous tirez des choses, c'est des pile ou face ou des gaussiennes, quelque chose qui est symétrique, plus, moins, au hasard. Donc vous avez un terme aléatoire et multiplié par un facteur UN. Et chacun des AN, en gros, a une variance 1. Par exemple, c'est tous la même loi, des tirages à pile ou face, c'est plus ou moins 1, etc. Et vous multipliez ça par UN. Et vous essayez de comprendre la convergence de cette série. Donc là, c'est juste la convergence de série. Et donc, si la somme des valeurs absolues des AN est infinie, cette série ne converge pas absolument, et donc il faut donner un sens à qu'est-ce que la signification de cette série infinie, somme des AN UN. Et donc là, il y a ce truc probabiliste classique, qu'on connaît depuis la nuit des temps, qui est que vous prenez la valeur moyenne du carré de cette chose-là, et vous utilisez le fait que la valeur moyenne de AI fois AJ, c'est 0, parce que quand I est différent de J, par symétrie,
Et donc, vous voyez que l'espérance, ce qu'on appelle l'espérance du carré de ces sommes partielles, c'est la somme des UJ carrés, qui est une fonction déterministe. Et donc, si la série des sommes des UN carrés converge, à ce moment-là, en fait, la série somme des AJ, UJ va converger en un sens probabiliste. Enfin, presque sûrement, ça va être une série qui converge. D'accord ? Hein, si tous les AJ valaient plus 1, et si les UJ sont positifs, il faut que la somme des UJ converge. Mais si on met des coefficients aléatoires, en fait, la moyennisation, un peu comme dans une loi le théorème central limite, va vous dire que vous allez avoir une convergence. Donc c'est ce truc, petit truc qui est là. Et donc la question, c'est si vous donnez une série de fonctions, some random series of functions, donc UN de t, j'ai des fonctions déterministes, ça peut être les sinus pi nt de tout à l'heure, et vous les multipliez par un coefficient aléatoire quand ils sont indépendants, la question c'est est-ce que ça va converger ou pas? Et donc l'argument précédent, vous pouvez l'appliquer, vous fixez t, vous dites UN égale UN de à l'instant t, et vous dites, oui, si je vous donne un t donné, la somme des AN UN va converger pour autant que la somme des UN carrés converge. Et donc, une question subtile qui est, ça vous dit que si je vous donne un t avant, un temps donné, typiquement, à cet instant-là, la série de Fourier va converger, et la question, c'est, est-ce qu'on peut contrôler la convergence de la série de Fourier pour tous les temps en même temps? D'accord? Donc vous avez cette chose qui est, il y a quelque chose, si je fixe un temps, quelque chose se produit pas avec probabilité 1, et bien évidemment vous essayez de contrôler, de dire oui, mais est-ce que ça va converger pour tous les temps en même temps? Et ça, c'est pas du tout la même question, parce que, comme on le sait bien, si vous prenez une trajectoire brownienne, par exemple, normale, si je regarde un instant t donné, le brownien n'est pas nul. Mais le long sur la trajectoire, il y aura des instants particuliers où le mouvement brownien va faire la chose interdite qui est d'être égal à 0. Donc c'est exactement ce type de questionnement, disons, qui est à la source finalement de ces problèmes de convergence de séries de Fourier aléatoires et d'objets de celle-ci. Donc c'était une petite digression pédagogique. Et donc la question, est-ce que vous avez des temps exceptionnels où la série de Fourier converge ou ne converge pas, ou converge de façon différente, ou peut-être se passe quelque chose pour la somme de cette série de Fourier. Alors, le mouvement brownien, et depuis on sait bien qu'il a une irrégularité typique. Si je vous donne un instant t donné, il y a cette loi du log itéré de Khinchin-Kolmogorov qui vous dit que l'irrégularité locale de la trajectoire brownienne au voisinage de l'instant t est donnée par... donc ça se comporte comme racine de delta, et la lim sup serait de la trajectoire le long près de l'instant t, va se comporter exactement de cette façon-là. Et la question, disons, ça vous dit, si je vous donne un instant t, la courbe ne va pas être dérivable en t. Clairement, il y a un racine de delta, ça ne marche pas. Question, c'est est-ce qu'on peut montrer que le mouvement brownien est dérivable? Nulle part. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut montrer qu'il n'existe aucun temps exceptionnel où le mouvement brownien serait dérivable? Et donc ça, c'est la Palais, Zygmunt et puis Dvoretsky qui ont montré que non, le mouvement brownien n'est dérivable nulle part, et on peut montrer beaucoup mieux, qui est qu'avec probabilité 1, pour tous les t en même temps, cette lim sup, là, qui est là, donc là, le log-log a disparu, il n'y a plus qu'un racine de delta, est strictement positive. D'accord? Peut être infinie, hein, si je prends un instant t donné, cette lim sup sera infinie, parce qu'il y a le log-log qui est en plus. Donc si on baisse un tout petit peu l'exigence d'irrégularité du mouvement brownien, à ce moment-là, on attrape tous les temps t en même temps. Donc juste Palais, Zygmunt ont montré un delta puissance 1,5 plus epsilon, et puis Dvoretsky a descendu à racine de delta. Donc c'est une courbe dérivable nulle part, elle est irrégulière partout en même temps, et on va revenir là-dessus dans un moment, mais l'une des choses quand Jean-Pierre Kahn, dans sa notice, a revisité finalement ses travaux là-dessus, il les a représentés dans sa notice que j'ai mentionnée tout à l'heure, il insiste sur le fait qu'il y a cette analogie entre les séries aléatoires, comme celle qu'on vient de voir. Donc là, vous avez une famille un petit peu plus générale que je vous ai écrite, qui est finalement, vous remplacez le 1 sur n qu'il y avait tout à l'heure dans le cas de la série brownienne, par un 1 sur n à la puissance
quelque chose qu'on écrit 1,5 plus alpha. Donc alpha égale 1,5, c'est exactement la série brownienne de tout à l'heure, et maintenant on perturbe, et là on est dans un cas de figure où la propriété de Markov ne marche plus du tout, et tout un tas de choses, on est bien embêté. Donc ça, c'est une classe de séries de Fourier aléatoires importante, et vous avez les séries de Fourier lacunaires que a mentionné Pisier ce matin, qui sont des séries déterministes, qui là, ce coup-ci, vous voyez, c'est plus des sinus pi nt qui vont être, mais c'est sinus lambda puissance n à t, quand lambda est un entier positif, par exemple. Et donc finalement, les modes sont très rares dans la série lacunaire. Et donc, ce sur quoi insiste Jean-Pierre Kahn, c'est l'aspect qui est que ce qu'il montre, c'est que les propriétés de régularité de la fonction grand F qui est là, pour un alpha donné, et pour le même alpha pour la fonction petit f qui est en dessous, finalement sont très proches. Alors, on peut dire a posteriori, ah bah oui, peut-être que dans la première fonction grand F, on peut regrouper les choses par paquet, de façon que chaque paquet dans la fonction du haut corresponde à un terme dans la fonction du bas. Enfin, on peut faire des choses un petit peu... Et puis on se rend compte que oui, bon, c'est pas si simple que ça. Les choses sont bien plus complexes. Il faut étudier chaque chose, disons, séparément. Mais vous avez cette idée que l'aléa et le déterministe, finalement, ont des comportements proches. Et donc, en particulier, il y a un des travaux qu'il a effectué qui était de comparer ces modules de continuité. Et donc, la fonction déterministe, il a montré que, donc, vous voyez cette lim sup, là, qui est là, donc ça va être au lieu de racine de delta de tout à l'heure, c'est un delta puissance alpha. Et le delta puissance alpha, cette fois-ci, sa lim sup, elle est finie, elle est positive en tout temps t. D'accord ? Autrement dit, le delta puissance alpha est exactement l'irrégularité au voisinage du point T, et ça c'est vrai pour tous les T en même temps. Alors pour grand F, les choses sont un petit peu différentes. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que quand on fixe T, comme tout à l'heure pour le mouvement brownien, vous allez avoir une loi du log itéré. D'accord ? Donc pour un temps T fixé, ça ne sera pas des delta puissance alpha. Il y a ce petit terme parasite racine de log-log. Et là, une des questions de Paul Lévy, et si j'ai bien lu la notice de Jean-Pierre Kahn, il indique que Paul Lévy suggérait quelque chose qui n'était pas vrai, qui était que, en fait, probablement, ce genre de comportement était valable pour tout T en même temps. C'est-à-dire que ça coûte très cher de vouloir avoir baissé la régularité du monde. Et donc, voilà. Et donc ça a motivé l'étude des points lents du mouvement brownien et des séries de Fourier que j'ai indiquées au-dessus, qui est que l'une des contributions de Jean-Pierre Kahn, ça a été de montrer qu'il existe des temps, par exemple pour le mouvement brownien, mais aussi pour où le mouvement brownien, effectivement, son irrégularité, le log-log disparaît. D'accord ? Où c'est un peu moins irrégulier qu'un temps générique. Donc ça, c'est une des contributions. Et donc après, il reformule ça dans sa note, en disant que la situation donc, est beaucoup plus complexe pour le mouvement brownien et les séries de Fourier aléatoires que pour les séries lacunaires, parce que ces dernières ont une irrégularité régulière, tandis que le mouvement brownien est irrégulièrement irrégulier. Voilà. Donc ça, c'est effectivement cette idée que à l'intérieur, finalement, quand vous avez des objets aléatoires, finalement, leur irrégularité peut être finalement plus riche que ce qu'on est capable de fabriquer à la main avec des objets déterministes. C'est un peu cette philosophie-là qu'on voit apparaître. Bien, alors un deuxième aspect que je veux mentionner, c'est l'aspect du chaos multiplicatif. Alors je voudrais quand même dire que Jean-Pierre Kahn était toujours d'une honnêteté intellectuelle absolument sans faille. Et donc, il expliquait toujours quels étaient ses résultats, où venait son inspiration, quels étaient les résultats des autres. Et en particulier, donc, j'ai mentionné Paul Lévy, je pense que l'une de ses sources d'inspiration, et pour lequel il avait une énorme admiration pour beaucoup d'intuitions sur les objets probabilistes, c'est Benoît Mandelbrot. Et donc, cette interaction entre la rigueur de Jean-Pierre Kahn et la production d'idées, d'images mentales, de conjectures de Benoît Mandelbrot, et c'était quelque chose de très, très
fécond. Donc, le chaos multiplicatif, ça, c'est une idée qui, en fait, apparaît déjà dans beaucoup d'endroits, et elle apparaît déjà même dans Paul Lévy, qui est cette idée, qui est une forme de généralisation, enfin, c'est très proche, finalement, de la question précédente, si on met un log, par exemple, qui consiste à dire, je me donne une mesure, par exemple, la mesure de Lebesgue sur le cercle, ou sur l'intervalle 0,1, et ensuite, j'ai une suite de fonctions que je tire au hasard, des fonctions fj de x. Et ces fonctions fj de x, elles ont la propriété qu'en chaque point, par exemple, la valeur moyenne de cette fonction, la valeur moyenne de fj de x, c'est 1, autant espérance aléatoire. D'accord ? Donc vous tirez une fonction au hasard et vous les multipliez. Et vous essayez de comprendre, est-ce que cette suite de mesures mu n de x, dont la densité est donnée par ce produit de fonctions aléatoires, est-ce que cette suite de mesures, quand elle tend vers l'infini, va avoir une limite ? Et qu'est-ce qu'on peut dire, que peut-on dire de cette limite ? On peut la construire, quand est-ce que ça converge, quand est-ce que ça ne converge pas, hein, et forme de choses comme ça. Et donc, je voudrais mentionner 2 cas particuliers. Le premier, ça a été mentionné ce matin déjà, c'est la question de Paul Lévy sur les recouvrements du cercle. Vous vous souvenez qu'on jette des petites... on se donne une famille d'arcs de cercle, enfin de longueur, on les jette au hasard indépendamment sur le cercle, et on regarde si la réunion de tous ces arcs recouvre le cercle ou pas. Si vous pouvez très bien dire, ok, ma fonction aléatoire, ça serait l'indicatrice du complémentaire de cette chose, donc c'est 1 quand on n'est pas dedans, 0 quand on est là. Alors pour que ça fasse moyenne nulle, on va multiplier le 1 par 1 sur la longueur, on va multiplier toutes ces choses-là. Si l'objet limite, si la limite de cette mesure vaut 0 presque sûrement, bah, ça veut dire qu'on a tout recouvert. Si jamais il y a des endroits où il y a de la masse, ou beaucoup, quelque part, c'est des points qui n'ont pas été recouverts. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc il y a cet aspect des cascades multiplicatives où, alors là encore, c'est des choses finalement tellement naturelles qu'on peut dire qu'elles ont été inventées et réinventées par pas mal de monde. Là, l'idée, c'est simplement, vous avez une espèce de structure arborescente, hein, vous redivisez chaque fonction fj est elle-même composée de fonctions aléatoires dans chacun des petits carrés ou cubes ou intervalles diadiques de taille 2 puissance moins j. Et donc, vous voyez arriver une espèce de structure arborescente de produits de fonctions aléatoires. Et là, donc ça, c'est les fameuses cascades de Mandelbrot. Et donc, ça ne serait pas correct d'évoquer à nouveau un de ces acolytes orphéens avec lequel finalement il a beaucoup travaillé et interagi, qui est Jacques Perrière, qui finalement, donc ces travaux-là ont donné ensuite naissance à tout un tas de choses sur la multifractalité, les processus multifractaux, disons qu'il y a toute une zoologie de processus avec des propriétés, disons, liées à la régularité assez étonnant. Et donc le modèle que je voudrais évoquer maintenant, c'est le cas gaussien, qui est un cas particulier de produit de fonctions aléatoires. Pourquoi ? Parce que ça va être celui, finalement, qui, je pense, parmi les contributions probabilistes de Jean-Pierre Kahn, c'est celui qui a eu ces 5-10 dernières années, il y a eu énormément de travaux, et ce qui fait que je pense que si vous regardez dans MathSciNet les références aux travaux de Jean-Pierre Kahn, vous voyez que ces travaux sur le chaos multiplicatif apparaissent très haut, parce que, bien sûr, aujourd'hui, on produit beaucoup plus d'articles qu'il y a 20-30 ans, et que donc, si quelque chose est à la mode aujourd'hui, eh ben, tout de suite, le nombre de citations est plus important. Je voudrais juste dire une petite anecdote, c'est que quand même la plupart des articles de Jean-Pierre Kahn sont en français. C'est des petites notes françaises ciselées. Le Some Random Fourier Series of Functions, c'est un peu l'anomalie. Et donc c'est toujours... voilà, juste petite remarque. Donc maintenant, vous allez multiplier des fonctions aléatoires, et chaque fonction aléatoire, elle a une propriété qui est que c'est l'exponentielle d'une gaussienne. D'accord ? C'est l'exponentielle d'un processus gaussien. Donc c'est un peu si vous preniez un mouvement brownien, prenez son exponentielle,
Alors vous êtes coincé parce que l'exponentielle d'un mouvement brownien n'a pas moyenne 1. Il faut enlever là ce terme en espérance, là, qui serait quelque chose qui est juste pour recentrer cette chose-là. Donc vous avez une fonction qui est l'exponentielle de quelque chose de gaussien, comme le mouvement brownien. Et après, vous allez multiplier toutes ces fonctions ensemble. Alors pour des raisons dont je rentrerai pas, c'est étroitement relié. Hein, donc c'est un cas particulier du chaos multiplicatif, si vous voulez, de tout à l'heure, des produits de fonctions aléatoires, parce que vous faites le produit de ces Fn-là. Alors un théorème qui est considéré comme fondamental aujourd'hui, c'est cette idée qui est que si on imagine que vous avez un processus grand X, donc mettons paramétré par le temps ou par le cercle, vous avez un processus X sur le cercle, donc à valeur réelle, aléatoire, un petit peu comme un mouvement brownien sur le cercle, et qui s'écrit comme une somme de processus indépendants YN. Et le problème que vous avez, c'est que formellement, cette somme de processus indépendants YN gaussiens diverge. Elle diverge point par point. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un processus gaussien log normal, c'est-à-dire que la fonction de covariance de X explose, donc la covariance entre X à l'instant T et X à l'instant S, va exploser comme log de 1 sur T moins S, quand T tend vers S. Donc ça, c'est des processus qui sont en fait, c'est des distributions de Schwartz aléatoires. C'est des objets très irréguliers, les X, ou les X de T. Ce sont des objets qui ne sont pas définis point par point, mais pour lesquels on peut donner un sens à des choses comme leur moyenne sur le cercle, ou des objets comme ça. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Et donc, le théorème de Jean-Pierre Kahn est de dire qu'on peut donner un sens rigoureux à la mesure formelle qui est l'exponentielle de cette chose qui est elle-même une distribution de Schwartz. Donc, on apprend que les distributions de Schwartz, c'est bien, mais la chose, on n'a pas le droit de les multiplier. Et donc là, on prend l'exponentielle, alors on est quand même bien embêté. Mais on peut donner un sens rigoureux à cette mesure formelle-là. Et l'idée et l'aspect, crucial, c'est de dire que, en fait, la manière dont on approxime grand X par somme des YN ne dépend pas du choix de l'approximation des YN. Si on avait choisi une autre approximation de X par une autre série de gaussiennes aléatoires indépendantes Y'N, on prend le produit des Fn, ou le produit des F'N si on avait pris les Y'N, la limite est la même. C'est cette mesure qu'on appelle le chaos multiplicatif gaussien pour chaos log normal. Alors je vais revenir dans un moment sur l'importance de ce résultat-là. Je veux d'abord dire 2-3 petites choses. La première, c'est que, un petit peu comme tout à l'heure, le résultat de Shep mentionné sur lequel avait travaillé Kahn sur les recouvrements du cercle, il y a une transition de phase. Et ça, c'est une transition de phase que nos amis physiciens connaissent. Ils savent ça. Hein, et cette idée, c'est que les valeurs de gamma pour lesquelles cette mesure est non nulle, donc ce produit dégénère ou pas, c'est-à-dire qu'à la fin, la limite des produits des Fn, soit la fonction est nulle partout, ou finalement ce qui reste, c'est une vraie mesure aléatoire très intéressante, eh ben, il faut que le gamma soit pas trop grand. Donc la valeur, c'est gamma racine de 2D, qui est expliquée par... tout ça, c'est des résultats de Kahn. Alors il dirait, oui, mais il y a Økrøn en Norvège qui a aussi, il précisait, des contributions dans cette direction en même temps, ce qui est tout à fait vrai. Ensuite, il explique que quand vous prenez cette mesure aléatoire mu, vous intéressez à quel est son support, c'est-à-dire où est la masse pour cette mesure aléatoire mu. Et donc, l'idée, ce qu'il écrit, c'est que c'est des points exceptionnels sur le cercle où finalement votre processus X, il fait quelque chose de spécial. Et ce qu'il fait de spécial, ce processus X, et c'est là où on voit que finalement il y a une grande cohérence, c'est qu'il fait quelque chose qui rappelle les propriétés des points lents du mouvement brownien. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous prenez cette exponentielle de gamma X, vous allez charger des ensembles, des espèces de sous-ensembles de l'ensemble de temps où le processus X il fait quelque chose de spécial.
Donc ça, c'est un des premiers exemples où vous voyez arriver des objets multifractaux avec des propriétés, disons, étonnantes et magiques. Et j'en viens maintenant à parler des prolongements actuels. Donc les prolongements actuels, cette idée, c'est que, je voudrais juste mentionner, vous pouvez regarder un objet fondamental qui s'appelle le champ libre gaussien. Le champ libre gaussien, c'est une série de Fourier aléatoires où vous remplacez le sinus par les fonctions propres du Laplacien dans le domaine que vous considérez. Autrement dit, le champ libre aléatoire, c'est la série de Fourier aléatoires naturelle qui généralise le mouvement brownien en dimension supérieure. Vous pouvez l'écrire comme ça, dans 0,1 carré, le champ libre gaussien, vous l'écrivez comme cette fonction aléatoire, série de fonctions aléatoires, et cette fois-ci, c'est une série de Fourier il y a deux coefficients de Fourier, vous êtes dans un carré, donc les fonctions propres sont les produits des sinus. Et vous voyez que là, le ANM, ça décroît encore moins vite que le 1 sur n de tout à l'heure, parce qu'on fait la somme sur tous les paires de points nm. Et donc cette idée, c'est que si vous prenez cet objet aléatoire qui est là, le champ libre gaussien, si vous faites un cut-off, vous arrêtez, vous prenez les sommes partielles et puis vous faites en n et m vers l'infini là, vous êtes exactement dans le cas de figure de tout à l'heure des champs log corrélés avec gaussien avec une explosion en log de la fonction de covariance, qui était celle par Kahan. Et cette mesure mu qu'on voit apparaître cette fois-ci, maintenant ça ne va plus être une mesure sur le cercle, ce sera une mesure dans une portion de plan. C'est exactement ce que nos amis physiciens avaient appelé la gravité quantique de Liouville, qui est une espèce d'aire naturelle aléatoire que on cherche à définir quand on cherche à dire, ok, bon, la mesure euclidienne c'est bien, mais quels sont les objets, les aires aléatoires qu'on peut définir si on perturbe la mesure euclidienne Et on tombe exactement sur cet objet fabriqué par Jean-Pierre Kahn. Et donc là, il convient de mentionner du côté des physiciens, donc là je parle de la gravité quantique de Liouville des physiciens, qui est, donc là vous avez Polyakov, Kazakov, Knizhnik, Samolotchikov, non parce que c'était autre chose, c'était la théorie conforme des champs, donc là je mentionne le groupe de service physique théorique de Saclay, où vous avez plein de grands noms là, et Duplantier qui a, lui, interagi après avec aussi les physiciens, et donc du côté des mathématiciens. Donc là, il y a les travaux de Miller et Sheffield, et Rémi Rod et Vincent Vargas ont aussi récemment beaucoup de travaux très importants sur cette direction-là, où finalement cet objet qui est le chaos multiplicatif de Kahn, sur lequel il était arrivé finalement par forme de curiosité de zoomer en regardant cette série de Fourier aléatoires, etc., finalement, s'avérait être un objet absolument central dans la physique. C'était déjà là avant, un peu comme le mouvement brownien était là avant. Et d'autres prolongements actuels, juste pour mentionner, il y a cet objet que j'aime bien, qui est ce qu'on a appelé la soupe brownienne. La soupe brownienne, c'est en fait la généralisation naturelle du problème de recouvrement de tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, au lieu de jeter des arcs, qui seraient des traces de mouvements browniens unidimensionnels, c'est des traces de lacets browniens en dimension 2 qui seront des espèces d'objets, voilà. Et donc après, quand on regarde les propriétés des mesures infinies qui apparaissent, qui ont à voir avec les temps d'occupation de ces soupes browniennes, on voit apparaître exactement ces structures qui étaient déjà celles qui étaient présentes dans les produits de fonctions aléatoires de Kahn. Donc là, il y a pareil une transition de phase. La transition de phase qui apparaît là, c'est toujours la même. Les physiciens appelleront ça charge centrale 1. C'est le même gamma égale 2 qui est pour le chaos multiplicatif. C'est toujours la même histoire. Alors, juste avant de conclure, et je vois merci de ne pas avoir sonné la cloche. Merci. Donc, je voudrais juste une petite réflexion sur son attrait pour les probabilités. Il avait cette fascination quand même pour ces objets probabilistes, et à mon sens, c'est peut-être lié au fait où il trouvait dans ces objets probabilistes exactement peut-être cette petite maille, qui lui manquait dans le contact entre son monde mathématique et une forme. Les probabilités, c'est une forme de réalité, une forme de concrétisation dans un monde réel, malgré tout imaginaire, de ces structures-là. Et donc, finalement, de vouloir prendre un objet probabiliste et de prendre au microscope, d'aller voir dedans quelle est la curiosité mathématique qui est derrière,
finalement, c'était exactement, faisait se toucher au-delà de l'aspect, l'affiliation avec Paul Langevin, l'engagement citoyen, et ces choses-là sont, je pense, importantes. Et donc, pour conclure, j'ai recopié à nouveau de sa notice cette petite conclusion sur la manière dont il envisageait ses propres mathématiques. Et donc je vous laisse lire, mais je voudrais simplement dire que, première chose, c'est qu'il aimait montrer les mathématiques, il disait que c'était une forêt dans laquelle on se perdait, et c'était fabuleux de se perdre dans cette forêt parce qu'on trouvait des tas de choses intéressantes et exotiques, et on pouvait s'émerveiller de la même manière dont on voyait son œil pétillant pour le mouvement brownien. Et il explique, et c'est intéressant parce que c'est exactement cette idée, finalement c'est une des façons où il part de la nature finalement, et quel est le lien entre que lui finalement il n'allait pas fabriquer des cathédrales, disons de géométrie algébrique on va dire, ou de structure. Il allait s'intéresser finalement aux objets bizarres et tordus, exotiques, singuliers, qui sont un peu étranges, essayer de les comprendre. Et il conclut en disant, mais oui, mais peut-être si on est capable, nous mathématiciens, de faire germer ces objets-là dans notre esprit, finalement, peut-être ils étaient dans la nature avant, et ils ont donc quelque chose à dire avec cette nature. Et voilà, il conclut de façon souvent un peu espiègle en disant, et voilà, il n'y a pas quelques raisons de penser qu'il en est ainsi. Voilà. Merci. Juste un commentaire de Jean-François Le Gall. Oui, j'avais un tout petit commentaire, Van de Linde, je suis là. Pardon. À propos du plantier Sheffield, là tu as mentionné les travaux sur la gravité quantique de Liouville, donc c'est un petit peu comme ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire qu'ils ont d'une certaine manière redémontré ce qu'avait fait Jean-Pierre Kahn 25 ans plus tôt. Quoi. Exactement. Avant de s'apercevoir que tout était déjà dans Kahn, pratiquement. Quoi. Oui, et puis il y a ce problème qui est que les mathématiciens d'aujourd'hui passent plus de temps à vouloir écrire très vite et moins de temps à lire. Donc, et qui est que mentionné par Meyer, qui est que effectivement, voilà. Donc, mais c'est paradoxal et je trouve ça très beau que finalement les objets finalement vraiment sur lesquels Jean-Pierre Kahn était tombé. Il trouvait ça magnifique, les régularités locales avec le racine, le log, et qu'est-ce qu'on peut faire, et le produit de fonctions aléatoires, etc. Que finalement, ça prend une place aujourd'hui, disons, vraiment centrale dans la théorie des probabilités. Je recommande d'ailleurs un petit article de Rémi Rode et Vincent Vargas qui explique ça aussi dans la Gazette des mathématiciens sur le chaos gaussien et en quoi c'est un objet vraiment central des probabilités. Et je pense que si Jean-Pierre Kahn était là aujourd'hui, il dirait oui, mais les idées... c'est Mandelbrot qui m'a stimulé pour aller regarder dans cette direction-là. Voilà. Bon, mais effectivement, l'objet mathématique, le théorème, la construction, le fait que ça ne dépend pas c'est Kahn. Édouard Brézin, une question et puis on arrête. Je vais faire une réponse très longue alors. Non, pas trop. Oui, je voudrais revenir à la citation initiale de Mandelbrot. Il y a le mouvement brownien des physiciens et celui des mathématiciens. De Kahn. Oui, pardon, de Kahn, oui. Est-ce qu'on n'a pas dépassé ça un peu? D'une certaine façon, quand on regarde les 30 secondes de vidéo que tu nous montres, il écrit la formule d'Einstein quand même. Autrement dit, pour les physiciens, en gros, depuis Einstein et Langevin, le problème du mouvement brownien ne se posait plus du point de vue de la physique, même s'il y a des problèmes mathématiques extrêmement intéressants. Mais est-ce que dans ta génération, cette division dont parlait Kahn n'appartient pas au passé? J'ai le sentiment qu'elle est beaucoup moins marquée qu'elle le fut. Alors là, question difficile. Il y a eu une grande évolution des probabilités en général sur quelle est l'identité des probabilités au sein de la communauté, au sein des maths en général. Il y avait toujours cette parce que c'est pas juste le mouvement brownien en tant qu'objet mathématique. C'était aussi, est-ce que c'est un vrai objet mathématique digne de son nom? Est-ce que les probabilités sont des vraies mathématiques, etc. Donc ça,
Ça, cet aspect-là a quand même complètement, disons, ça a été, je pense, accepté. Maintenant, c'est vrai que ça a évolué énormément. C'est-à-dire que la manière de cette césure entre la manière dont les physiciens voient le mouvement brownien et les mathématiciens, effectivement, je ne la sens pas du tout quand je discute avec les physiciens, disons, d'aujourd'hui. En même temps, je pense qu'il met le doigt, Jean-Pierre Kahn, donc par ses travaux, sur, à mon avis, un aspect fondamental qui est que, malgré tout, l'étude mathématique fine des objets aléatoires continus, donc le mouvement brownien est un exemple, apporte des surprises notables et qui sont des surprises qui surprennent aussi les physiciens. Au sens que l'étude mathématique de l'aléa continu, en fait, c'est la clé pour un certain nombre de réponses sur des questions, disons, bien sûr que la théorie quantique des champs, mais je pense que ça va plus loin que ça. Hein, la théorie des champs en général, on va dire. Et donc, de dire, les physiciens ont réglé l'affaire en disant, le mouvement brownien, les marches aléatoires, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Là, il y a quand même, dans ce passage de l'aléa continu, il y a ces objets exotiques, il y a cette beauté mathématique de choses surprenantes et qui, probablement, ont quelque chose aussi à dire aux physiciens. Donc, il n'y a pas de césure tant que telle, mais je pense qu'il reste un petit fossé culturel, disons, sur la compréhension de ces choses continues. On va s'arrêter là parce qu'on est en retard. Allez, le micro alors, Roger. Non, tu n'as pas le micro. Du point de vue markovien, comment est-ce qu'on peut comprendre les points lents? Les points lents? Oui. Du point de vue markovien? Oui. Là, c'est relativement... Là, dans le micro. Pour comprendre les points lents, c'est quelque chose de relativement, disons, standard. On va dire, ok, on regarde dans la direction du temps comme ça, on prend un instant t, quelle est la probabilité que le mouvement brownien soit plus lent, on fait des petites approximations discrètes. Donc ça, c'est quelque chose disons, relativement, disons, c'est quelque chose d'accessible, on va dire. Si on donne ça à un étudiant en thèse qui a appris le mouvement brownien, il saura comprendre les points lents du mouvement brownien, il saura faire tout seul, hein, on lui donne un certain nombre de semaines. Et si on lui donne des choses sur les points lents, sur par exemple, si on perturbe un tout petit peu, alors là, on ne sait plus rien faire du tout. Donc si c'est plus un mouvement brownien, mais quelque chose dont la série de Fourier est un petit peu perturbée, là, nos techniques habituelles sont quand même... ont des problèmes. Mais là, on va dire ça comme ça, c'est que donc les points lents, c'est un espèce de contre-exemple à ce que je viens de dire là, à ce que je vais dire, mais qui est qu'effectivement, il y a un petit peu cette idée qui est que ce qui pouvait émerveiller Kahn, je me souviens qu'il disait, ah oui, alors ce que Jean-François Le Gall ou les résultats sur le mouvement brownien plan, c'était vraiment... nous, c'est quelque chose qu'on comprenait relativement. C'était naturel, l'épreuve arrivait de façon naturelle. Et donc, il était très impressionné par des choses qui pouvaient paraître faciles quand on regardait avec l'œil markovien. Et nous, on est incroyablement impressionnés par ce qu'il était capable de faire sur des structures où les objets markoviens, où il n'y avait plus cette structure markovienne.